Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année 2022, ça fait plaisir et c'est sûrement une des plus importantes pour vous puisque ce sont mes prédictions et mes conseils pour l'immobilier en 2022. C'est toujours risqué de faire des prédictions, c'est toujours risqué de donner des conseils, mais je le fais chaque année. C'est une vidéo que je prépare longuement en fin d'année en faisant un peu la synthèse de ce qui s'est passé l'année d'avant, ce qu'il va peut-être arriver. On anticipe beaucoup de choses. Posez-vous tranquillement, prenez des notes. Si vous avez des questions complémentaires, vous les posez aussi au niveau des commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre, aucun problème. Le but, c'est de vous permettre de vous lancer. Mais aussi, autre nouvelle pour laquelle je suis content aujourd'hui, c'est que je réouvre les portes de Jiri 4, devenir investisseur et rentier immobilier. Donc, c'est mon programme de formation pour quelques jours à l'occasion de cette nouvelle année. Donc vous allez pouvoir y accéder et vous allez pouvoir accéder surtout aux 4 épisodes de formation gratuits. Donc ce sont 4 épisodes d'1 heure chacun. Vous allez venir dans mes biens immobiliers. Vous allez voir par exemple mon penthouse sur le Vieux-Port de Marseille. C'est un appartement à 1 million d'euros. Vous allez voir aussi notamment un immeuble que je suis en train de rénover. Vous allez voir de la division, vous allez voir des colocations, de la location de courte durée, des garages. Donc en fait, pas mal de manières de faire de l'immobilier. Vous allez découvrir les 4 phases de l'investissement immobilier que vous devez maîtriser, comment démarrer, comment accélérer et vous structurer, comment vous professionnaliser et enfin passer en mode international si vous le voulez, comme j'ai pu le faire. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai acheté un penthouse ici à Maurice. Je vais vous montrer quelques images. Alors, je l'ai acheté, mais je viens de signer le compromis. Voilà. Alors, de toute façon, même si je ne réussis pas à me faire financer, ce qui n'est pas prévu puisque j'ai lancé plusieurs banques et tout, on reparlera de tout ça, comment on se fait financer et tout ça, je peux l'acheter en cash. Donc, j'ai signé le compromis, c'est comme si je l'avais acheté. Je vous en parlerai, voilà, je vous montre 2-3 images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment un truc super. Donc, comment s'internationaliser? Puis on voit les 4 fondations de l'immobilier avec la création monétaire, l'effet de levier du crédit, comment créer ses propres opportunités immobilières, comment savoir l'évolution des marchés. On passe au crible les modes d'exploitation. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Les 4 épisodes sont accessibles. Il y a aussi des formations gratuites qui sont disponibles. C'est pour quelques jours à l'occasion de la nouvelle année. Toutes les infos sont en description. Et maintenant, on va commencer cette vidéo sur mes prédictions et mes conseils immobiliers pour 2022. Et je dirais même un petit peu plus parce que vous savez, il y a des tendances. C'est pas qu'on passe du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 que tout change. Même si certaines réglementations se mettent en place. Par exemple, on peut parler de tout ce qui est lié au HCSF et on va en parler. Donc dans cette vidéo, on a 5 gros thèmes à aborder. Le premier thème, c'est la situation économique globale. Vous devez la comprendre et on va parler notamment de l'inflation. Ça va vraiment redistribuer les cartes. Vous devez comprendre comment en profiter. Pour moi, l'inflation, c'est un nouveau paradigme. Beaucoup de choses vont bouger, donc on va en parler. Vous devez maîtriser l'inflation. On va parler des financements bancaires, bien sûr, en 2022. Qui n'aura plus accès au crédit, malheureusement, parce que certains vont payer un petit peu l'impact du HCSF qui met en place de nouvelles réglementations avec un endettement qui sera plus limité, notamment en termes de durée, mais aussi en pourcentage d'endettement par rapport à vos revenus. On va en parler, mais aussi on va expliquer pourquoi l'immobilier, en fait, c'est gratuit et comment on peut bénéficier des financements bancaires en 2022, toujours sans apport, parce que c'est possible. Autre point qu'on va aborder, c'est les prix de l'immobilier en 2022. Est-ce qu'on est plutôt à la hausse? Est-ce qu'on est plutôt à la baisse? Est-ce qu'on est plutôt dans une stabilisation? On va voir qu'il y a plusieurs marchés en France, certains qui montent, qui explosent même, je dirais. Par exemple, moi, mon marché d'investissement Marseille est juste en train d'exploser. D'autres restent stables. On peut parler de Paris intramuros, par exemple, et d'autres baissent. Donc, il faut savoir choisir son marché et comprendre l'évolution des prix pour pouvoir faire quelque chose de correct en immobilier aujourd'hui, puisqu'on n'est plus dans une hausse globale de tous les marchés. Voilà, ça a changé. On va parler en 4e partie des modes d'exploitation en 2022, location de courte durée, colocation, voilà, tout ce que vous devez savoir. Et aussi, je vais vous parler d'un mode d'exploitation un peu secret que je réserve
aux personnes qui sont membres de mes mentorings. Je vais vous en parler parce que je fais presque plus que ça actuellement dans le cadre de mes mentorings parce que c'est ce qui marche le plus. Donc on va voir les modes d'exploitation et pour finir, la fiscalité en 2022 avec l'URSSAF qui malheureusement rattrape les loueurs meublés. On va voir aussi pourquoi ceux qui gagnent entre 1 500 et 3 000 euros par mois sont ceux qui se font le plus massacrer finalement. Pourquoi il faut arrêter avec toutes ces fiscalités d'amateurs type LMNP et on va parler de la seule fiscalité qui baisse. J'en ai souvent parlé de cette fiscalité. Si vous regardez ma vidéo de prédiction de l'année dernière, celle d'il y a 2 ans, j'en parle déjà. C'est-à-dire que les personnes qui ont regardé ces vidéos-là et qui ont appliqué les conseils qui étaient présents dans ces vidéos, étaient déjà prêtes pour ce qui allait se passer. Et toutes ces personnes qui ont soit loupé la vidéo ou qui n'ont pas appliqué les conseils, malheureusement aujourd'hui, elles subissent notamment des problèmes par rapport au LMNP. Voilà. Donc gros programme. Prenez le temps de regarder la vidéo, posez-moi des questions en commentaire, partagez-la. Vous allez voir que c'est un véritable investissement de produire une telle vidéo. Allez, on attaque vraiment les choses sérieuses avec une petite intro sur l'immobilier en 2022. 2022 en fait sera l'année de l'immobilier ou ne sera pas. Voilà, vous allez comprendre. Ça ne va pas être aussi facile de faire de l'immobilier que l'année dernière, que ces 5 derniers, j'ai envie de dire, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Vous allez devoir prendre des précautions car le marché est beaucoup monté et il pourrait baisser dans certaines zones, mais il y a ce nouveau paradigme de l'inflation qui n'est pas compensé par une hausse des taux d'intérêt aujourd'hui et qui va changer beaucoup de choses. Donc l'immobilier va être paradoxal. Il va être un petit peu plus difficile de rentrer à court terme, notamment parce que vous allez acheter plus cher que les prix de l'année dernière et si vous traînez trop, vous allez acheter malheureusement encore plus cher parce que actuellement on a une hausse dans beaucoup de marchés. Donc vous allez peut-être gagner un petit peu moins aujourd'hui car les prix ont monté, mais vous gagnerez plus demain parce qu'ils ont une forte probabilité de monter et aussi parce que les taux sont très bas. On va y revenir. Ça, c'est dû, cette hausse de l'immobilier, à l'inflation qui est plus forte sur les actifs comme l'immobilier que sur les prix à la consommation. En fait, l'euro est en train de baisser, mais je vais y revenir en détail. Donc, pour certains, ça va être plus dur, mais pour les personnes qui ont la bonne manière de faire de l'immobilier, ceux qui savent trouver de bonnes affaires, l'immobilier en fait sera toujours une valeur refuge et les bons investisseurs continueront à acheter à des prix qui sont fracassés et pourront continuer à faire du patrimoine, à développer des investissements qui vont générer du cash flow. Quand je vous parle d'un prix fracassé, ça aussi vous devez le comprendre, c'est un prix qui est moins cher que le prix du marché. Alors ça peut être moins 10, moins 20, moins 30% selon vos capacités parce que vous allez acheter un écart par rapport à la moyenne. C'est vrai, si tu regardes les prix de ton marché en 2015, sûrement ils étaient plus bas et tu les regardes aujourd'hui en 2022, tu te dis je ne vais pas acheter, ça a tellement monté, ainsi de suite. Mais si toi, tu peux acheter moins cher que le prix du marché, tu crées un écart. Et si il y a un espoir de plus-value, tu peux créer un écart encore plus grand. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est la première partie de cette vidéo avec la situation économique globale. Pour moi, il est clair, on a un nouveau paradigme qui n'est pas nouveau en fait, vous allez voir, je vais vous donner un peu plus de détails par rapport à ça, c'est le retour de l'inflation. Le retour de l'inflation doit être la boussole de vos investissements pour les 2, 3, peut-être 4, peut-être 5 prochaines années. Peut-être que vous pensiez que les prix augmentaient dernièrement, lors de la dernière décennie, parce qu'on voit certains prix à la consommation qui augmentent, mais là, depuis 6 mois, je pense que vous avez réellement compris ce que sont des augmentations de prix et une véritable inflation. On le voit, tous les prix de ce qu'on achète au quotidien augmentent, sauf que il y a une chose qui augmente beaucoup plus vite et il y a une chose qui augmente beaucoup moins vite. La chose qui augmente beaucoup moins vite, c'est votre salaire. C'est-à-dire que lors des 20 dernières années, le salaire il a augmenté de 40% alors que les prix de l'immobilier, eux, ont augmenté de 200% en moyenne et beaucoup plus dans certains marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix à la consommation augmentent à un certain niveau, les prix de l'immobilier augmentent beaucoup plus et les salaires, eux, ils n'augmentent pas tant que ça.
Donc on a ce retour de l'inflation qui va venir tasser vos salaires, qui va venir faire augmenter les prix de l'immobilier et augmenter les prix des biens de consommation courante. Tout ça d'ailleurs, j'en parle, très important. Je vous ai reparlé là des séries d'épisodes de Jiri 4 qui sont à nouveau disponibles. J'en parle plus en détail dans ces épisodes-là. Allez regarder, vous allez voir. Donc l'inflation en fait est en train de battre des records. Voilà, sur 2021, a priori, on serait autour de 5%. C'est toujours difficile d'avoir des chiffres de l'inflation parce qu'ils peuvent être calculés de différentes manières. Et il a été annoncé apparemment une inflation record pour 2022. Par exemple, on a Jérôme Powell, qui est le gouverneur de la Fed, qui dit que l'inflation qui devait être juste transitoire, le temps de la crise du Covid sera en fait durable. Voilà. Donc, il faut comprendre que quand tu crées autant d'argent, quand tu t'endettes autant que les États l'ont fait dernièrement pour pouvoir faire face à cette crise, il est évident que la valeur de la monnaie diminue, donc que tous les prix augmentent en comparaison. Tu avais 100 000 euros, ça te permettait d'acheter par exemple 50 mètres carrés dans un marché immobilier, mais il y a eu tellement de production d'argent, donc ça c'est le mécanisme de la création monétaire. Donc vous savez, d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas, donc justement je vais vous en parler. L'argent est créé à partir de rien. Comment on crée de l'argent? C'est assez simple, entre guillemets. On a une banque centrale, donc la Banque centrale européenne, qui va donner un taux directeur. Ce taux directeur, c'est le coût de l'argent. Aujourd'hui, le taux directeur, il va varier et il va être autour de 0%. C'est-à-dire que pour créer de l'argent, aujourd'hui, la Banque centrale européenne ne demande pas d'intérêt. Et donc, elle place un taux directeur. On a les banques commerciales, donc comme la Caisse d'épargne, comme le Crédit Mutuel, le CIC, voilà, toutes les banques qui, elles, vont pouvoir emprunter à la Banque centrale à 0% et vous revendre du crédit derrière avec une marge, 1% par exemple. Aujourd'hui, actuellement, on en reparlera sur les financements, on se fait financer à 1% sur 20 ans. Donc eux, ils gagnent une marge de cette manière-là et donc ils ont la possibilité de créer de l'argent. Et on a eu des créations d'argent extrêmement importantes dernièrement, notamment pour financer la crise. Et c'est une évidence, créer autant d'argent fait baisser la valeur de la monnaie. Et on a un mécanisme où les gens vont se réfugier dans les actifs, notamment comme l'immobilier. Et ça, c'est un mouvement que je vous engage à faire. Voilà, clairement, aujourd'hui, avoir des euros sur un compte, ce n'est pas une très bonne idée, parce qu'ils perdent de la valeur en permanence. Voilà. Vous pouvez presque considérer que tous les 2-3 mois, vos euros perdent 1% de pouvoir d'achat. Donc c'est énorme et on ne s'en rend pas compte, on s'en rend compte en général a posteriori, malheureusement. Donc vraiment, situation économique globale, si je dois parler d'un seul point qui est important à retenir, c'est ce nouveau paradigme de l'inflation. On aurait pu parler du chômage qui a tendance à baisser, donc qui solvabilise les ménages et qui achètent plus, et ainsi de suite, donc c'est intéressant, oui, mais pour moi le plus important en tant qu'investisseur immobilier, ce que vous devez comprendre, c'est cette histoire d'inflation et pourquoi on va devoir se réfugier encore plus dans l'immobilier et emprunter encore plus. Ça c'est fou, les gens ne comprennent pas, je vais vous expliquer. Donc on va parler des financements bancaires en 2022. La situation générale, des prévisions sur les taux, les volumes aussi de vente, c'est important. Est-ce que c'est plus facile ou c'est plus difficile d'obtenir des crédits? Comment on se fait financer en 2022-2023? Donc la grosse question en ce moment qui revient tout le temps, partout sur Internet, c'est est-ce que le HCSF a tout cassé en matière de crédit immobilier? Grosso modo, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles règles, il devient impossible ou très difficile d'investir en immobilier? Je vais vous dire oui et non, je vais vous donner un petit peu le détail. Donc la majorité des investisseurs vont souffrir de ces nouvelles règles du HCSF donc, qui entrent en vigueur de manière contraignante au 1er janvier 2022. Ces règles, grosso modo, elles disent quoi? Elles disent qu'il faut avoir un endettement qui ne va pas dépasser 35% de ses revenus. Voilà. Et une durée maximum d'emprunt de 25 ans. Alors c'est vrai que quand on entend ça, on se dit « Ouh là là, mais ça va être impossible d'investir. Alors peut-être je vais pouvoir acheter un bien immobilier, mais je ne pourrai jamais en acheter un deuxième. » Alors il faut relativiser ces annonces, c'est extrêmement important. Et même si vous voulez aller beaucoup plus loin que 2 investissements immobiliers, bien sûr.
Alors pourquoi il faut relativiser ça? Déjà, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Quand j'ai commencé à acheter à crédit, ce n'était pas la folie des années 2015 jusqu'à 2020, c'est-à-dire le crédit facile avec l'application de ce qu'on appelle le mode de calcul différentiel pour calculer votre endettement, qui est plus avantageux que la règle, on va dire pour simplifier, des 35%. Donc c'était la folie, on pouvait emprunter beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Mais moi, en 2015, j'avais déjà acheté 15 biens immobiliers alors que j'avais un salaire de 1 600 euros. Donc si j'ai pu le faire alors que les règles qui étaient appliquées finalement étaient les mêmes que celles qu'on réapplique aujourd'hui. Pas plus de 33-35% d'endettement, une durée maximum de 25 ans. Si j'ai pu emprunter et avoir 15 biens immobiliers, à ce moment-là, sur tout ce que j'avais, il y avait de mémoire 5 appartements qui étaient financés à crédit. Donc si j'ai pu faire 5 appartements financés à crédit et j'avais 10 garages à cette époque-là, c'est bien que c'est possible. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est un retour à une situation antérieure où il y avait déjà des investisseurs immobiliers. Donc voilà, on est juste resserré un petit peu les vis, mais pas tant que ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, on a des dérogations par rapport à ces règles qui vont s'appliquer dans 20% des cas. Donc 20% des cas, ok, donc si on va dire il y a 1 million de crédits accordés dans l'année, vous allez avoir 200 000 personnes qui vont pouvoir être dans une dérogation. Et les 4/5 de ces dérogations vont être pour les résidences principales et 1/5 va être pour les investisseurs. Donc déjà, on voit qu'on a 20% de cas de dérogation. Si je vous dis 4/5 pour la résidence principale, vous savez tout de suite ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir passer un petit peu à travers des mailles du filet. Et 1/5 pour les investisseurs, il va falloir faire partie de ces investisseurs qui savent convaincre une banque. Voilà. En plus de ça, les normes du HCSF ne s'appliquent pas dans les cadres d'un investissement en société, quand c'est bien fait. Je ne suis pas en train de vous dire oui, vous créez une petite SCI juste pour acheter votre bien immobilier et ça y est, la banque considère que les règles du HCSF ne s'appliquent pas. Non, si vous construisez un vrai profil d'investisseur immobilier professionnel, là vous allez être hors cadre. Les règles du HCSF servent à protéger alors le système globalement déjà, les banques ainsi de suite, et les particuliers. Là, on est dans un autre cadre, c'est totalement différent. Et j'ai eu confirmation de ça, notamment une banque qui m'a dit clairement, nous, dans ce cadre de société d'investisseurs immobiliers qui se professionnalise, on n'applique pas les règles du HCSF. Il faut bien comprendre que le jeu des banques, là, ça va être d'essayer de détourner un petit peu les réglementations pour pouvoir avoir le plus de clients possible. Très important. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi le robinet du crédit est toujours ouvert et l'investissement immobilier plus rentable que jamais. On va attaquer par les taux. Les taux sont toujours au plus bas. J'ai envie de vous dire, c'est la fête au village. C'est historique. Jamais on a eu des taux sur 20 ans à 1%, voire même quand vous pouvez acheter en face de ça des actifs qui vont rapporter 5, 8, 12, 15% en étant financés à 1%, vous comprenez que ce n'est pas dur d'obtenir du cash flow. Voilà, il faut être clair. Ce qui va vous empêcher d'obtenir du cash flow, c'est parce que vous allez faire de mauvais investissements immobiliers, parce que vous allez acheter trop cher, parce que vous allez payer vos travaux trop cher, peut-être que vous allez mal exploiter, et ainsi de suite. Mais les taux en eux-mêmes, ils sont juste extraordinaires. Donc aujourd'hui, on a des taux au plus bas. Et je l'ai expliqué, pourquoi on a des taux plus bas? Parce que les banques centrales ont mis des taux directeurs qui sont grosso modo à 0%. Donc les banques commerciales peuvent prêter de l'argent à 1% et avoir quand même une marge. Donc ça aussi, c'est un truc très important dont je n'ai pas parlé. Il faut bien comprendre que quand un banquier vous reçoit et vous dit « Vous savez, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur les crédits, ainsi de suite », tout ça, c'est des conneries. La marge, ils l'ont toujours prise. Si la Banque Centrale Européenne permet d'emprunter à 0%, ils vont vous mettre du 1%. Si jamais la Banque Centrale Européenne permet d'emprunter à 3%, ils vont vous mettre du 4%. Ils vont prendre une marge. Alors oui, en ce moment, elles prennent moins de marge parce que
déjà font plus de volume, donc elles se rattrapent sur le volume. Elles peuvent se permettre d'être plus agressives et il y a une très forte concurrence. Donc elles prennent sûrement moins de marge qu'avant et on est dans un monde très concurrentiel pour les banques avec de gros changements pour elles et c'est assez compliqué, mais on ne va pas les plaindre non plus à ce niveau-là. Donc gardez en tête que tout ce discours négatif qu'on peut vous dire parfois en banque, il sert juste à vous faire accepter les conditions qu'on va vouloir vous donner. Un banquier, il ne va pas vous dire ouais, bah non, on va pas te donner des conditions super, tu sais, mais si tu tapes à la porte de toutes les banques du coin, tu pourras sûrement obtenir mieux. Parce que nous, en fait, on a juste choisi cette politique-là. Ils vont jamais vous dire ça. Donc, il faut bien comprendre que le banquier, bah, il a un conflit d'intérêts vis-à-vis de vous et voilà, il vous dira jamais la vérité. Aussi, très important, les volumes de crédit, ils sont au plus haut historique. Ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, j'entends « Ouais, mais Romain, avec les nouvelles règles HCSF, tout ça, c'est trop dur, ainsi de suite. » Les banques ne prêtent pas moins, elles prêtent mieux. Vous savez, les gens pensent souvent que les banques prêtent qu'aux riches. Alors évidemment, plus votre situation économique est avantageuse, mieux vous allez pouvoir accéder au crédit plus facilement, on va pouvoir vous prêter de l'argent. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les personnes qui gagnent plus de 3 000 € par mois en France, c'est que 10% de la population. Jusqu'à preuve du contraire, on a 55% à peu près des gens qui sont propriétaires en France. Donc ça veut bien dire qu'une majorité de personnes qui ont une situation qui se rapproche de la normale peuvent emprunter aujourd'hui. Voilà. Donc vous devez vous mettre en tête que vous pouvez avoir un financement, peu importe votre situation. Alors c'est sûr, aujourd'hui, si vous êtes au RSA, vous n'allez pas avoir de financement. Mais si vous trouvez un job demain et vous mettez les choses en place, vous allez pouvoir avoir un financement. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un financement, mais, ça c'est très important, il y a beaucoup plus de concurrence, notamment en matière d'investissement immobilier, parce que une majorité des Français, en tout cas de plus en plus de personnes, comprennent qu'ils n'auront pas de retraite, ils comprennent que les salaires ne vont pas augmenter, c'est comme ça, ils sont tels qu'ils sont et ça n'augmentera pas. Donc ils comprennent qu'il faut plus aller vers l'immobilier, que les prix vont pouvoir monter, qu'ils vont pouvoir avoir des compléments de revenus, ainsi de suite. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le marché et de plus en plus de concurrence. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être seul face à, allez, il y avait 2-3 personnes qui vous concurrençaient pour acheter un bien immobilier et qui vous concurrençaient aussi en matière de financement, là vous allez avoir 10 personnes en face de vous, c'est possible. Donc la banque, elle va avoir par exemple un certain stock de crédit à produire dans l'année et au lieu d'avoir 50 000 personnes qui vont demander du crédit, cette banque-là, elle en aura 100 000, donc elle va pouvoir trier. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meilleurs investisseurs avec les meilleurs investissements qui respectent des ratios, par exemple un ratio qui est intéressant, qui est souvent utilisé par les banques, voilà, c'est que le loyer doit représenter au moins 130% de la mensualité. Voilà, par exemple, ceux qui auront les dossiers les mieux présentés. Ça aussi, c'est important de savoir présenter sa situation, vont avoir de meilleurs financements. Donc aujourd'hui, il y a plus de déçus et on entend beaucoup de gens qui sont à la peine sur les réseaux sociaux en disant voilà, j'ai pas eu mon financement ou sinon j'ai pas réussi à acheter tel bien immobilier parce qu'en fait, il y a plus de candidats. Voilà. Donc chaque année, il y a de plus en plus de ventes, il y a de plus en plus de volume de crédit accordé. Cette année, les 12 derniers mois qui sont écoulés, apparemment, on va vers les 1 200 000 ventes en France. Alors, si vous ne suivez pas l'actualité immobilière, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est un record absolu parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent investir. Et si on a eu plus de ventes que l'année dernière, ça veut bien dire qu'il y a eu plus de financement. Donc, c'est très important. Et a priori, il va en être de même en 2022. Alors attention, je ne dis pas qu'on va dépasser les 1 200 000 ventes, ça personne ne le sait, c'est impossible. Surtout dans cette période de pandémie, tout ça, variant Omicron, ainsi de suite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais on va faire quelque chose de simple. En 2018, vous aviez ça comme vente. En 2019, vous aviez ça. En 2020, vous aviez ça. En 2021, ça. Peut-être qu'en 2022, ça va descendre un peu. Mais on ne va pas redescendre en dessous des niveaux de 2018, ainsi de suite. Le marché ne va pas exploser. Donc, on sera toujours dans un moment où le nombre de ventes est au plus haut. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et donc, un moment où les banques financent beaucoup. Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu as du mal
à te faire financer, en fait, souvent, c'est ta responsabilité personnelle. C'est-à-dire que le banquier ne veut pas te financer parce qu'il estime que l'investissement, en fait, ce n'est pas le bon investissement. Les choses ne sont pas faites correctement. Le banquier, grosso modo, il ne peut pas te dire les choses de but en blanc. Tu es un client. Il ne va pas te dire, bon, ton investissement non rentable, là, j'en veux pas. Ton appartement que tu as acheté tellement cher que je me demande dans 5 ans combien tu vas le vendre, peut-être que tu ne seras même pas en mesure de rembourser le crédit que je t'ai donné, j'en veux pas. Voilà. Ta manière de t'expliquer, ta manière de venir me voir qui est un copier-coller de tous les autres investisseurs et on comprend que tu as regardé une vidéo et demie sur YouTube, tu n'es pas encore câblé pour faire de l'investissement correctement, ça, j'en veux pas non plus, ainsi de suite. Donc, quand il y a un manque de maîtrise, le banquier le ressent. Donc, quand on ne réussit pas à se faire financer, souvent, c'est parce qu'on ne maîtrise pas assez le sujet. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Pourquoi? Parce que si tu ne maîtrises pas bien le sujet et que tu réussis à acheter de l'immobilier, peut-être que ça va avoir des mauvaises conséquences pour toi. Donc, tant mieux. Ton banquier, il te protège en quelque sorte. Donc, tu te changes toi-même et éventuellement, tu changes de banque aussi. Donc, les financements en 2022, ce sera toujours la fête au village avec des taux extrêmement bas, la capacité d'acheter avec une part d'intérêt dans vos mensualités qui sera très très faible. Donc, la capacité à avoir plus de cash flow, voilà, c'est juste extraordinaire à ce niveau-là. Et moi, je ne vois pas d'ombre au tableau. Est-ce que les taux vont monter? A priori, non. Il y a des annonces, peut-être 2023, on va recommencer à faire monter les taux en zone euro, mais ce ne sera pas une remontée brutale et on restera toujours dans des taux qui sont bas. Voilà, ça c'est important de le savoir. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire, les mecs ou les nanas, vous avez tout le temps devant vous. Les taux vont rester bas, ne faites rien. Parce que ces taux bas, ils permettent à d'autres d'acheter et ils font monter les prix aussi, il faut le comprendre. Donc c'est bien. Ça ne va pas changer demain, mais profitez-en maintenant. Et que ça ne change pas demain, c'est aussi un peu une garantie pour vous sur le futur. C'est-à-dire que votre bien immobilier que vous avez acheté là il y a quelques années ou que vous achetez aujourd'hui, demain, il y a aussi une autre personne qui pourra le racheter parce que les taux vont rester bas. Voilà. Et du coup, tous ces taux ont un impact sur les prix de l'immobilier en 2022. Donc, est-ce qu'on va aller à la hausse? Est-ce qu'on va aller à la baisse? Est-ce qu'on stabilise? Il faut comprendre que 2021, grosso modo, ça a été une année exceptionnelle sur la majorité des marchés, sauf le marché de Paris Intramuros qui est lui plutôt à la stabilisation. Mais énormément de marchés ont monté, quelques-uns ont baissé et je pense que pour 2022, on est vraiment à ce moment où les choses vont un petit peu diverger. On va vraiment avoir des marchés qui vont monter, exploser, d'autres qui vont baisser, notamment avec l'impact, j'en ai parlé d'une autre vidéo, du DPE par exemple qui devient beaucoup plus exigeant, mais aussi avec certaines villes qui sont moins attrayantes. Par exemple, aujourd'hui, vivre à Paris Intramuros, quand on peut travailler dans une autre ville avec une connexion Internet, c'est peut-être plus si intéressant que ça. Donc le marché peut baisser et d'autres vont se stabiliser. Donc il va vraiment avoir une divergence. Voilà. Je vais vous parler d'une chose qui est assez importante par rapport au changement de prix. Moi, dans l'année, il y a 3 de mes ventes qui sont allées au tapis. Voilà. Parce que les investisseurs, en fait, ils n'ont pas eu les financements. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que c'est ma faute. Parce que j'aurais dû les suivre un peu mieux et les guider un peu mieux pour obtenir des financements. Ce que je n'ai pas fait parce que j'étais occupé sur d'autres choses. Donc déjà, en tant qu'investisseur immobilier, c'est toujours notre faute un petit peu, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a peut-être pas choisi le bon acheteur et on ne l'a peut-être pas assez guidé pour qu'il obtienne son financement au final. Mais finalement, j'étais heureux que ces 3 personnes n'obtiennent pas leur crédit. Pas pour elles, bien sûr, je suis vraiment désolé pour elles, mais je suis très content pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, rien que le temps que ces personnes trouvent du crédit, les prix de l'immobilier avaient monté et ils vont continuer à monter. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de remettre ces biens en location, tout simplement, pour laisser le prix de l'immobilier monter. Parce que bon, je récupère cette somme d'argent-là, c'est intéressant, je sais ce que je vais en faire, je vais l'utiliser pour faire d'autres investissements, ainsi de suite. Mais si je l'avais laissé un petit peu moisir sur un compte, elle aurait perdu de la valeur. Voilà. Et comme aujourd'hui, je n'ai plus
de difficulté à continuer à emprunter. J'en ai eu quelques-unes dernièrement, j'en avais un peu parlé. J'avais ma banque historique qui resserrait énormément ses possibilités de production de crédit, aussi notamment les apports demandés, donc je trouvais ça pas cool, mais j'ai trouvé une nouvelle banque qui peut me financer sans apport et ainsi de suite, malgré ma situation. Pour la plupart des gens, se faire financer, c'est pas dur quand on présente les choses correctement. Moi, c'est un petit peu différent. On parle de plusieurs millions d'euros d'encours, on parle de beaucoup d'investissements immobiliers sur beaucoup de sociétés différentes. On parle d'une personne qui est expatriée à l'île Maurice. L'île Maurice aujourd'hui, pays qui est classé dans la liste, la blacklist, comme si on était un pays voilà, producteur de blanchiment, de terrorisme, de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est un petit peu plus dur dans ce cadre-là. Et pourtant, j'arrive. Voilà. Donc je suis bien content que certaines de mes ventes soient allées au tapis parce que ben, les prix montent. Et dans ce marché-là, des fois, on se dit, vaut mieux garder que vendre. Il monte dans mon marché. Et c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez analyser votre marché à vous. Quelles sont les perspectives de votre marché? Moi, mon marché, c'est l'investissement à Marseille. Marseille était une des rares villes de France où les prix, grandes villes de France en l'occurrence, où les prix de l'immobilier n'avaient pas explosé. C'est une ville qui est en mutation. On rénove la ville, on fait des efforts sur la propreté, on fait des efforts sur la criminalité. Les gens se sont réveillés, se sont rendus compte qu'il y avait une grande ville en France où on a la mer et des kilomètres de littoral et le soleil. Le fait aussi qu'on puisse travailler maintenant à distance, ça a impacté, ainsi de suite. Donc ça, c'est un marché particulier qui augmente pour des raisons précises. Et vous devez produire cette analyse pour votre marché. D'une manière générale, je ne vais pas y aller par quatre chemins, les prix vont aller à la hausse d'une manière générale. Par exemple, Paris, là, c'est stable, c'est neutre, ça baisse un petit peu même, parce que ça a trop monté, parce que les gens fuient Paris. Mais d'une manière générale, dans la plupart des marchés, les prix vont aller à la hausse. Pourquoi? J'en ai parlé. Parce qu'on est dans une période d'inflation. Voilà. L'inflation, j'en ai parlé aussi, c'est des notions un peu techniques, je sais. Mais voilà, on est dans une vidéo un peu exceptionnelle. L'inflation, c'est la montée des prix, mais c'est surtout la baisse de la valeur de votre monnaie. C'est-à-dire qu'avant, avec 1 euro, tu achetais une baguette, par exemple. Ben maintenant, avec 1 euro, tu achètes plus qu'une demi-baguette. Ou si tu veux 2 baguettes, il ne faut pas mettre 2 euros, mais il faut mettre 2,20 euros. Voilà. Donc, vous comprenez que, en fait, c'est la monnaie qui perd de sa valeur et pas les biens et services en eux-mêmes qui augmentent. Moi, ça, je le comprends mieux parce que maintenant, j'ai un pied ici à Maurice et un pied en France, j'allais dire en Europe, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux monnaies. Ici, moi, j'ai la roupie mauricienne et j'ai l'euro. C'est pour ça que je parle d'Europe. Et donc, je regarde ces monnaies évoluer. Donc, je comprends un petit peu mieux aujourd'hui, de par mon expérience quotidienne, j'ai envie de dire, la fluctuation de la valeur d'une devise et d'une monnaie. Et ça, c'est important. Et on le comprend beaucoup moins quand on investit dans un seul marché. Moi, quand on vit dans un endroit, par exemple, vous êtes né en France, vous achetez en euros, vous investissez en Europe, en France, et vous ne comprenez pas forcément les mouvements au niveau de la monnaie, des devises. Voilà, c'est important. Donc, on parle de hausse ou de baisse ou de stabilisation des prix. Alors, il faut comprendre une chose. L'inflation, elle va tuer les rentiers et elle va enrichir les endettés. Voilà. Et ça va être accru avec l'augmentation des prix. Voilà. En plus de ça, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une instabilité très très forte et une incertitude très très forte sur les bourses et sur les investissements alternatifs tels que le Bitcoin. Par exemple, le Bitcoin a énormément augmenté dernièrement. Et d'ailleurs, vraiment, si on prend dernièrement, c'est-à-dire sur les dernières semaines, il a énormément baissé aussi. Cet argent, à un moment ou à un autre, il va être réinvesti. Quand les investisseurs se disent, bon, là, on est peut-être un petit peu en bout de course sur le Bitcoin ou on est peut-être un petit peu en bout de course sur telle action, sur tel indice, ils récupèrent leur billes. Donc, ça leur fait de l'argent. Et cet argent, il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Il y a une partie qu'ils vont garder pour réinvestir et il y a une partie qui va partir dans l'immobilier. Surtout si demain, on devait avoir un crack important. Voilà. Donc, retenez toujours une chose, et ça, c'est dingue quand on le comprend, c'est que au final, de toute façon, toute cette masse d'argent,
il est réinvesti quelque part, ben, cet argent est réinvesti dans l'immobilier et dans les valeurs boursières et éventuellement dans certaines devises. Et là, actuellement, donc ça c'est un petit peu ma prédiction, si on veut, pour 2022, on verra, hein, peut-être ça ne va pas se passer, mais avec toutes ces incertitudes sur les monnaies alternatives et notamment sur toutes les bourses qui ont explosé dernièrement, il y a une grosse probabilité que certains investisseurs retirent leurs billes et les investissent dans l'immobilier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Augmentation des prix de l'immobilier parce que les gens ont peur que les bourses baissent. Voilà. Et vous êtes peut-être dans ce cas et ça risque de se produire. Donc, pour retracer rapidement, moi je pense vraiment à une hausse généralisée des prix de l'immobilier, mais vous devez vraiment étudier au cas par cas votre marché. Voilà. Si vous ne savez pas faire ça, regardez aussi en description, dans le cadre des épisodes gratuits de Jerry, il y a un épisode où je vous parle de l'évolution des prix de l'immobilier. Vous savez, ça fait une courbe comme ça où ça monte pendant un certain nombre d'années, ça descend pendant un certain nombre d'années et ça continue à augmenter pendant un certain nombre d'années. Ce schéma-là, il commence à être un peu vieux. On voit des petites corrections des marchés, mais qui sont finalement assez faibles. On est plutôt dans une hausse assez importante. Voilà. Et vous savez, moi, l'année dernière, je me disais, mince, le prix de l'immobilier va peut-être baisser, tout ça, parce que Covid, grosse incertitude, tout ça. Mais quand tu comprends que la production monétaire est telle qu'en fait, les prix ne peuvent que monter, c'est là que tu es rassuré en quelque sorte. Et de toute façon, très important, la question des prix, donc de la valeur de vos actifs immobiliers, est secondaire, entre guillemets, si vous les avez achetés à crédit et que vous n'êtes donc pas obligé de les revendre. Pourquoi? Vous achetez un bien immobilier, ça je l'explique en détail dans la vidéo qui est en dessous en description, c'est dans l'épisode 1 de Jerry 4. Mais je vais vous donner 2-3 éléments maintenant pour que vous compreniez et après regardez ces épisodes-là, vous allez vraiment comprendre en détail. Tu achètes un bien immobilier, 100 000 euros, très bien. Tu prends un crédit sur 20 ans, tu as 500 euros à payer tous les mois. Toi, tu le loues, on va dire 650 euros, très bien. Avec les 150 euros de marge, tu payes tout ce que tu as à payer, tes petites charges et tout ça, et tu es à zéro. Donc tu ne fais pas d'effort d'épargne, voilà, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu ne fais pas d'effort d'épargne. Ton bien, il vaut 100 000 au moment où tu l'achètes, très bien. J'oublie les frais de notaire pour simplifier le calcul. Pour les puristes, si demain sa valeur doit baisser, ok, ça passe à 80. C'est une grosse baisse, hein, 20% de baisse, c'est énorme. Si sa valeur doit baisser, toi, ta mensualité, elle est toujours fixe. Tu dois toujours 500 à la banque et ton locataire, il te paye toujours 650. Donc tu n'as pas de problème par rapport à ça. Et si sa valeur devait rester bloquée à 80 jusqu'à la fin des temps, et que toi tu l'as acheté 100, donc tu dis mince, je n'ai pas fait une affaire, je l'ai acheté 100, ça vaut 80, et que tu dois le revendre dans 20 ans, tu n'as plus de crédit, tu vas quand même récupérer 80 000. C'est-à-dire que c'est ton locataire en fait qui t'a permis de t'enrichir. Voilà. Donc la question de la valeur de l'actif, quand on paye à crédit, quand on a le temps devant soi, elle est secondaire entre guillemets. Si les prix de l'immobilier n'explosaient pas, alors qu'ils augmentent aujourd'hui, hein, on pourrait tout simplement essayer d'acheter au prix, avoir quelqu'un qui paye et s'enrichir sur le temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est acheter moins cher que le prix, avoir une augmentation de la valeur du bien parce qu'on choisit comme il faut. Et du coup, là, on gagne énormément d'argent, mais on en reparlera. Donc, on va voir maintenant les modes d'exploitation pour 2022 et un petit peu plus loin. Alors moi, vous le savez, je milite, je ne peux pas le dire autrement, pour la diversification de vos connaissances en matière d'immobilier et de vos connaissances en matière de mode d'exploitation. Quand quelqu'un m'explique qu'il a choisi de faire de la colocation, mais qu'il ne maîtrise pas la location de courte durée, qu'il ne voit pas comment il pourrait gagner de l'argent en achetant du stationnement, qui ne comprend pas comment il pourrait acheter un local commercial, par exemple, faire de l'achat-revente, quoi que ce soit, et je me dis que cette personne, en fait, elle ne l'a pas choisi. Elle savait faire une chose, c'est bien la coloc, il n'y a pas de problème, mais elle n'a rien choisi. Elle n'est pas informée de ce qu'elle peut faire par ailleurs. Donc c'est un choix par défaut. Donc moi déjà, premièrement, je milite pour que vous ayez la connaissance des différents modes d'exploitation. C'est extrêmement important. Et là, vous allez pouvoir choisir. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà en matière de mode d'exploitation, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier, mais la tendance générale est à l'encadrement
donc par les lois, hein, voilà, l'encadrement légal, et à la professionnalisation et à une augmentation de la concurrence. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont compris qu'on pouvait gagner sa vie avec l'immobilier, donc plus de gens se lancent et donc vous allez être plus encadré légalement et vous allez devoir vous professionnaliser. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que quand il y a une augmentation de la difficulté à rentrer dans un marché, parce que c'est un peu plus exigeant, on a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée, donc il y a moins de gens qui rentrent et ceux qui réussissent à le faire gagnent plus que s'il y avait énormément de concurrence. Donc, on a dans un premier temps une tendance de fond à un encadrement légal de plus en plus important. Par exemple, la location de courte durée, on y reviendra dans les modes d'exploitation. On a maintenant dans la plupart des grandes villes le besoin de faire un changement d'usage qui va être soumis à autorisation, avec parfois des règles spécifiques qui peuvent être, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 locations de courte durée par personne. Vous devez faire une compensation. Voilà, il y a différentes règles qui changent en fonction des villes. Donc, vous avez cet encadrement légal, vous devez le comprendre pour pouvoir rentrer dans le monde de la location de courte durée, par exemple, et surtout pour pouvoir démultiplier. Parce que beaucoup de gens me disent « Oui, mais on ne peut plus faire de la location de courte durée comme avant et tout. » Oui, on ne peut plus faire comme avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire. Voilà, il faut comprendre les règles du jeu pour pouvoir jouer. Si je parle de Marseille, par exemple, maintenant on a des règles de compensation. Il faut aller fouiller dans les règles, il faut comprendre les points faibles de ces règles parce qu'il y en a quelques-uns, quelques petits points faibles et pouvoir les utiliser. Donc, encadrement légal qui sur le coup ne fait jamais plaisir mais qu'on peut toujours apprendre à utiliser, pas de problème particulier avec ça. Et même au contraire, pour vous qui aujourd'hui regardez cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez une vraie volonté de faire de l'immobilier, vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard, donc vous allez pouvoir comprendre tout ça et faire le nécessaire. Et aussi la deuxième tendance, c'est une professionnalisation de plus en plus grande parce qu'il y a de plus en plus de concurrents. Donc le nombre de concurrents augmente, la qualité des logements proposés augmente et aussi les effets de mode sont de plus en plus massifs. Quand tu arrives sur un marché, au début, tu es un peu tout seul. Par exemple, moi, quand je faisais de la location de courte durée, je commençais à Marseille, fin 2013, début 2014, je n'étais pas tout seul, il y avait d'autres personnes qui en faisaient, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui peut être constaté aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait 10 fois moins de personnes sur le marché, même peut-être 20 ou 30 fois moins, parce qu'on n'était pas très nombreux. Donc je pouvais louer un logement que moi je considérais comme étant potable, et il était potable pour le marché, qui aujourd'hui serait juste un taudis qui ne serait même pas accepté sur la plateforme Airbnb. Donc ce qui était valable en 2014 ne l'est plus aujourd'hui. Donc il faut se professionnaliser en proposant des logements qui vont être adaptés de manière à être meilleurs que ses concurrents et à gagner plus. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est pour la généralité, on va dire. Et franchement, moi je trouve que c'est bien en fait parce que ça donne un avantage à ceux qui se donnent les moyens. Alors c'est sûr que si tu regardais la vidéo là en te disant « Ah super, j'ai trouvé un bon plan », super facile où je vais rien faire, je vais rien apprendre, je vais pas me former, je vais juste acheter un bien au hasard et je vais mettre 3 meubles dedans et je vais gagner de l'argent, tu tombes de la chaise, c'est sûr. Mais remets-toi sur ta chaise et comprends que si tu comprends les différents mécanismes, tu feras partie de ces personnes qui vont pouvoir profiter du système tel qu'il est parce que les barrières à l'entrée, qui sont de plus en plus grandes dans les modes d'exploitation, protègent en fait votre business. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le détail des différents modes d'exploitation. On va parler de la location de courte durée. Donc la location de courte durée, je vais être clair avec vous, je vais dire un truc qui va vous choquer. Mais moi, c'est parce que je connais très bien le marché. C'est un nouvel Eldorado pour les années 2022, 2023, 2024. Pour toutes les personnes qui réussiront à obtenir les autorisations et à rentrer dans le marché. Voilà. Vous savez, avec le Covid, beaucoup de personnes ont arrêté la location de courte durée. Il y a certaines villes où on a vu 40% de l'offre diminuer. Et avec tous ces encadrements, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus le droit d'en faire maintenant. Donc en fait, il y a toujours autant de personnes qui veulent voyager en utilisant des appartements type location de courte durée et qui ne veulent pas aller à l'hôtel, mais il y a beaucoup moins d'offres en face. Et ça fait exploser les prix de vos locations à la nuit.
Donc, vous allez en bénéficier et pour moi, on est vraiment dans un nouvel Eldorado et vous devez vous pencher sur la manière de faire de la location de courte durée en étudiant les règlements de copropriété, ce sera un truc à voir, la manière d'obtenir des autorisations locales et ce qui va être demandé par vos clients. Voilà, c'est ça qui est important, les points qui sont importants en matière de location de courte durée aujourd'hui. La colocation. J'ai envie de dire entre démocratisation heureuse et lent déclin obligatoire, c'est un peu la question. Aujourd'hui, c'est vrai que la colocation, c'est un mode d'exploitation et un mode d'habitat comme les autres. Voilà. Il y a encore quelques années, bof, on pouvait se dire, oh là là, mais est-ce que les gens vont vouloir habiter dans des logements où ils vont être à 3, ainsi de suite. Maintenant, tu vois des jeunes, pour eux, vivre en colocation, c'est juste la norme. Ils ne pensent même pas, bon, alors ça dépend hein, de leurs moyens financiers, bien sûr, mais à avoir un studio indépendant. Ils pensent plutôt rapidement sur la colocation, parce qu'on ne va pas se leurrer. L'objectif aussi, c'est de payer moins. Mais eux, ils payent moins, ça ne veut pas dire que nous, on ne gagne pas plus, parce que nous, on va avoir un logement, par exemple, allez, on va prendre un logement de 90 mètres carrés où il peut y avoir 5 personnes en colocation. Allez, on va faire 100 mètres carrés pour que ce soit plus facile. 100 mètres carrés, 5 personnes en colocation, ça veut dire 20 mètres carrés par personne, grosso modo, pour faire court. Ça va vous coûter moins cher que d'acheter 5 studios et d'avoir 5 locataires. Clair, net et précis. Ça vous coûte moins cher, vous louez pas au même prix. Un studio se loue plus cher qu'une chambre en colocation, mais selon comment les choses sont faites, on a un différentiel qui est assez faible et donc on va gagner plus. Donc, démocratisation pour les locataires, mode d'habitat qui devient de plus en plus accepté et en même temps, on gagne beaucoup d'argent. C'est aussi ce qui va un petit peu tuer entre guillemets la colocation, c'est que les investisseurs immobiliers, c'est comme tout être humain, hein, ils ont envie d'aller à la facilité. Et aujourd'hui, un des modes d'exploitation les plus faciles, c'est la colocation. Donc de plus en plus de personnes se lancent dans la colocation et ça fait que certains marchés commencent à être un peu tendus, un peu saturés, voilà. Et donc ça veut dire que vous allez devoir proposer mieux que les autres et on verra, ça va se stabiliser, ça va se démocratiser. Il y aura voilà, une pression qui va diminuer avec un niveau moyen de loyer qui va diminuer. Mais si vous achetez comme il faut, vous n'aurez pas de problème. Ceux qui ne réussissent pas à avoir du cash flow aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont acheté trop cher. C'est la seule et unique raison. Alors peut-être pas la seule et unique, c'est parce que souvent vous payez les travaux trop cher et parce que vous ne proposez pas ce que les gens veulent, donc ils ne veulent pas payer plus cher pour le service que vous proposez. Mais souvent, le principal problème, c'est que les gens ne savent pas acheter correctement. Et du coup, même si tes taux sont bas, ça va te coûter très cher en mensualité. Donc voilà, le problème un petit peu entre guillemets de la colocation, c'est que c'est un petit peu trop simple à mettre en œuvre. C'est aussi le gros avantage. C'est aussi pour ça que vous pouvez vous lancer dès maintenant. Voilà, d'ailleurs, si la colocation vous intéresse vraiment, regardez au niveau de la description. Dans les épisodes de Jerry 4 qui sont accessibles là pour quelques jours, pour ce début d'année, vous allez venir dans mes appartements qui sont meublés. Donc, vous allez pouvoir vous inspirer directement de ce que je fais. Vous regardez, vous pouvez même copier si vous voulez. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Regardez ce qu'il en est. Maintenant, il y a aussi un nouveau mode de location qui, pour moi, va reprendre des couleurs. C'est la location long terme, alors que ce soit en meublé ou en location nue, mais d'appartements individuels de petite surface. Voilà. C'est-à-dire, c'est le niveau au-dessus, si on veut, de la colocation. Bon, tu te payes une coloc, c'est pas trop cher, ok, mais tu aimerais bien avoir un truc un peu plus grand, de l'intimité, ainsi de suite. Et du coup, tu vas aller vers un logement individuel et principalement des logements de moins de 30 mètres carrés qui vont coûter en général 30-35% plus cher que les colocations, donc qui peuvent être accessibles pour les locataires et qui vont vous permettre d'avoir une très bonne rentabilité. Donc moi, j'ai fait un gros mouvement, un très gros mouvement vers de la location meublée de longue durée sur des logements de petite surface. C'est un gros mouvement que j'ai fait dernièrement pour être placé juste au-dessus de la colocation. Voilà, c'est un mouvement que j'ai fait. Donc, je l'ai fait par rapport à mon marché. Donc, vous devez bien étudier vos marchés. Ça, c'est très important, je le répète. Il ne faut pas faire ce que je fais
sans mettre ça en corrélation avec votre marché. Super important. Enfin, alors je ne vais peut-être pas revenir sur les garages, mais très brièvement, voilà, les garages, ça a toujours marché, ça marchera toujours, vous aurez toujours du 12% de rentabilité si vous faites les choses correctement. Allez sur des garages plutôt que sur des places de parking parce que vous pouvez faire du stockage. Et voilà, essayez d'acheter dans des zones où on a de la piétonisation de plus en plus. Comme ça, en fait, c'est très dur de se garer. Du coup, les garages prennent de la valeur. Ça ne bouge pas, ça ne changera jamais. Pas de souci. Par contre, ce sur quoi je voudrais vous mettre en garde, c'est les bureaux et les locaux commerciaux. J'ai envie de vous dire, oubliez ces modes d'exploitation dans ces temps qui sont troublés. On ne sait pas vers où va le marché du travail, donc les bureaux, tu ne sais pas trop ce qui va en être. Est-ce que les gens ils auront toujours besoin d'être dans les bureaux comme avant? Sûrement pas. Les locaux commerciaux, il y a des fermetures, ainsi de suite. Toi, tu avais acheté un grand truc, tu as mis une boîte de nuit dedans, super, la boîte de nuit elle est fermée. Qu'est-ce que tu fais? Donc pour ça, oubliez. Alors attention, quand je dis ça sur YouTube. C'est-à-dire que je dis ça parce que je ne vous connais pas. Demain, dans un coaching, avec quelqu'un qui a le niveau, on peut acheter un local commercial parce qu'on va trouver un bon local commercial à un prix qui est complètement fracassé. Et si cette personne-là a le niveau pour ne pas encaisser 1 an ou 2 ans de loyer, on peut négocier des différés, il y a plein de choses à faire, ainsi de suite. Ça peut valoir le coup d'acheter le local commercial. Si vous avez la capacité d'évaluer la valeur de ce local commercial, est-ce que vous allez pouvoir en tirer? C'est plus dur d'évaluer un local commercial que d'évaluer un logement. Voilà. Donc c'est pour ça que là, sur YouTube, comme ça, sans vous connaître, je vous dis, locaux commerciaux, bureaux, évitez en ces temps troublés, sauf si vous êtes déjà très expérimenté. Il y a des choses à faire, notamment acheter des vieux bureaux et les requalifier en appartements, par exemple. Pas mal de choses à faire, si vous pouvez le faire, en fait, tout simplement. Et je vous ai parlé d'un mode d'exploitation que je fais énormément en coaching, énormément en ce moment. C'est le fait d'acheter des petits appartements. Alors par respect pour toutes les personnes que j'ai en coaching, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais c'est le fait d'acheter des petits appartements, souvent qui vont faire 25 mètres carrés, qui vont coûter entre 100 000 et 150 000 euros maximum, tout rénové. Alors vous voyez que le prix il est élevé par rapport au nombre de mètres carrés, il y a une raison très particulière. Et ce type d'investissement-là, ça va générer autour de 2 000 euros de cash flow, j'insiste, net par mois pour 100 000 ou pour 150 000 euros empruntés. Donc c'est juste énorme. C'est un truc qu'on fait beaucoup et qui permet à n'importe qui de démarrer. Même un gars qui a un salaire, il a 1005, il démarre avec ça, il n'y a pas de problème, sans aucun souci. C'est la meilleure manière de démarrer aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la location de courte durée en 2012, 13, 14, où il y avait très peu de concurrence. Et d'ici les années à venir, il y aura de la concurrence dans ce marché parce que le savoir va se diffuser et on retombera sur des niveaux plus faibles de cash flow parce que vous allez tous vous lancer dedans, c'est normal. Donc, lancez-vous maintenant dans ce nouveau mode d'exploitation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Pareil, regardez au niveau de la description. On va parler maintenant de la fiscalité. Vous voyez que c'est une grosse vidéo, j'essaie de vous donner beaucoup de détails, elle est un peu technique, peut-être qu'il va falloir la re-regarder, peut-être qu'il y a des questions en suspens, vous me les posez au niveau des commentaires, il n'y a pas de problème. Et en 2022, bon, il y a la continuité de ce dont je parle depuis 2 ans, tout simplement. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'aime pas dire ça, hein, vous savez, le gars qui dit j'avais raison, nanana et tout ça, je déteste ça. Mais l'avantage de la fiscalité, d'un côté, c'est que entre le moment où il y a des annonces qui sont faites et le moment où ça devient effectif, il se passe un certain temps. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'URSSAF commence à envoyer des courriers à beaucoup de personnes qui sont des loueurs meublés, qui ont dépassé les 23 000 euros par an en leur demandant de payer des fois des montants qui vont jusqu'à 40% de ce qu'ils ont généré en chiffre d'affaires. C'était déjà écrit. On le savait depuis le 1er janvier 2020. Les personnes qui ont suivi les vidéos, qui ont fait l'effort de se former, qui ont aussi accepté le changement. Parce que des fois, on le sait. On a vu, on a entendu que le changement arrivait, que l'URSSAF allait rentrer dans le game. Et vous n'avez pas voulu faire les changements parfois. Moi, j'expliquais déjà en 2019. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai dit, je ne détiendrai plus de biens immobiliers en nom propre. Et encore heureux. Parce qu'à partir de ce moment-là, si je n'avais pas fait, j'aurais eu une imposition démentielle sur tous mes biens immobiliers. C'est ça qui est un peu dur en immobilier d'une manière générale et sur la fiscalité, c'est qu'il faut faire des mouvements
qui va avoir un impact sur les prochaines années, des fois 5 ans, 10 ans. Et donc, il faut avoir confiance en son analyse ou l'analyse de la personne qui vous suit, qui vous forme, voilà. Et il faut le faire. Et beaucoup de gens n'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils reçoivent les courriers. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils étaient LMNP, ils sont devenus LMP, mais depuis longtemps maintenant. Des fois, ça fait 2 ans. Et du coup, ils doivent payer. Ils ont des rappels. Et c'est un carnage. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que si vous voulez vous développer énormément en immobilier, il faut arrêter avec la fiscalité d'amateur, entre guillemets. Pourquoi je dis amateur? Parce qu'en LMNP, grosso modo, si vous dépassez les 23 000 € par an, vous allez passer LMP et selon comment les choses sont faites, vous pouvez être assujetti à l'URSSAF. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une imposition qui va être beaucoup plus grande. Et ce n'est pas avec ces 23 000 € très imposés que vous allez pouvoir vivre. Donc, l'objectif, qui est l'objectif de beaucoup, de pouvoir vivre de l'immobilier, il s'évanouit, ou il se décale, ou il va arriver dans plus longtemps, ainsi de suite. Et moi, je parle depuis toujours du fait de marcher sur 2 jambes. Dit comme ça paraît logique, et ça l'est. D'avoir des biens en nom propre, d'avoir des biens en société. Et après aussi d'avoir un système de holding pour pouvoir relier différentes activités, du marchand de biens, de la détention de biens immobiliers classiques, le fait aussi de pouvoir vous associer avec d'autres personnes. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, de pouvoir relier votre entreprise d'exploitation à votre holding. Donc vous avez une entreprise d'exploitation, vous faites du bénéfice, vous pouvez envoyer un dividende à votre holding et vous pouvez le redescendre si besoin. Souvent ce n'est même pas nécessaire pour ouvrir une nouvelle société immobilière et faire des investissements immobiliers, par exemple. On a énormément de choses à faire. Donc, ce que j'aimerais vous dire en matière de fiscalité, déjà, c'est qu'il faut arrêter avec tous ces régimes d'amateurs, entre guillemets, ou comprendre que vous allez devoir marcher sur 2 jambes et vous devez être en capacité de calculer ça. Je vous ai parlé des gens qui gagnaient entre 1 500 et 3 000 € par mois qui se font massacrer. Oui, clairement, c'est eux qui se font massacrer. Pourquoi? Alors, c'est vrai que si tu gagnes, grosso modo, moins de 2 200 € par mois, aujourd'hui, tu te dis, j'ai une TMI qui est à 11 %, donc c'est cool. Mais ta TMI à 11 %, selon comment tu fais les choses, tu peux aussi avoir la CSG-CRDS à 17,2 % qui te tombe dessus. Et ça te fait plus de doublement de ton impôt, plus d'un doublement de ton impôt, juste avec sa CSG. Et si après tu dépasses les 2200, 2300 € par mois, tu vas passer à la TMI de 30 %. Et là, tu rajoutes la CSG-CRDS et tu peux te retrouver avec presque 50 % d'imposition. Et là, ça devient fou. Voilà. Alors attention, je vais un peu vite là-dessus pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est une première chose. Deuxièmement, parce que j'en parle dans les épisodes de Jiri en détail. Les épisodes de Jiri, il y en a 4, ça fait 4 heures. Donc il y a beaucoup plus de temps que maintenant. Et il y a aussi des séminaires qui vous sont offerts. Donc j'en parle. Donc ça ne sert à rien que je revienne là-dessus. Mais aussi, il y a une autre raison qui est fondamentale. C'est que la fiscalité, ça s'étudie en fonction d'une situation précise. Ta situation n'est pas la même que la mienne. Tu as peut-être plus d'enfants, tu as des natures de revenus différentes, tu as des objectifs financiers différents et ainsi de suite. Donc le gars qui te dit il faut faire ça absolument, fais une SCI à l'IS, t'inquiète pas, c'est la meilleure chose à faire, il te dit n'importe quoi. Il doit absolument étudier ta situation. Voilà, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc moi, ce que j'ai quand même envie de dire, ce qui concerne tout le monde, c'est que oui, il y a une fiscalité qui fait que baisser depuis quelques années, c'est l'impôt sur les sociétés. Oui, quand on détient des biens immobiliers, par exemple avec une SCI à l'impôt sur les sociétés, on a cette fiscalité qui est souvent plus basse que l'impôt sur le revenu. Oui, tant qu'on laisse l'argent dans les sociétés, on ne paye pas la CSG-CRDS. Donc oui, dans une grande majorité des cas, surtout quand on souhaite se développer, encore plus quand on décide de faire une holding, c'est un terrain de jeu qui sera beaucoup plus avantageux que la détention en nom propre, sauf peut-être sur un point, et c'est même pas sûr, ça dépend si vous êtes un investisseur dynamique ou vous êtes plutôt quelqu'un qui s'endort sur ses investissements, c'est le moment de la revente.
mais je vais vous donner un exemple. Si j'achète un bien immobilier aujourd'hui, 100 000, je le revends. On enlève tous les frais, tout ça, pour faire simple. J'achète 100 000, je le revends 200 000 demain. Ben, je vais avoir une imposition à 36 et quelques % si j'achète en nom propre. Et si je fais la même chose dans une SCI à l'IS, donc je vais faire 100 000 euros donc de bénéfices. Sur 38 000 euros, je vais avoir 15 %. Et après, donc de 38 000 jusqu'à 100 000, je vais avoir 25. Donc pour simplifier, grosso modo, vous allez être plus proche de 22 % d'imposition. Donc d'un côté, vous avez 36, de l'autre, vous avez 22. Si vous réutilisez cet argent, ben en fait, il vaut mieux qu'il reste dans vos sociétés. Alors oui, au moment où vous allez verser des dividendes, vous aurez une autre imposition, ainsi de suite, mais pour développer votre parc, ce sera plus intéressant d'avoir un système qui va être en société. Donc ça, c'est vrai d'une manière générale. Donc j'ai pris un exemple précis. Voilà, vous faites 100 000 euros, ok. Si vous achetez et vous vendez tout de suite, vous allez avoir du 36 %, même si vous avez une TMI à 0. Donc voilà. Comprenez une chose, la fiscalité, plutôt sur les particuliers, c'est instable, c'est pas évident, ça change, c'est la guerre. Les particuliers sont des moutons à tondre très facilement pour le fisc, alors que changer l'IS, changer le cadre des sociétés, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, et vous devez maîtriser la fiscalité parce que même si vous avez une capacité à faire des investissements à peu près corrects, comprenez une chose, c'est que si jamais vous faites du 30, du 40% d'imposition derrière, vous ne serez pas rentable. Vous ne serez pas rentable. Donc, 2022, pour moi, pour synthétiser, comme je le disais déjà lorsque j'ai tourné ces épisodes de Jiri 4, je les ai tournés en août, donc ça fait 6 mois maintenant, grosso modo, va être une année où on va pouvoir faire énormément de choses avec ces taux bas, avec cette hausse des prix de l'immobilier qui est assez exceptionnelle, mais ce seront les gens qui seront formés, qui auront de bonnes capacités, qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Voilà, donc formez-vous, profitez-en, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous reste des questions, posez-les en commentaire, je vais y répondre, aucun problème. Et surtout, regardez les épisodes de Jiri 4, ils sont disponibles là juste pour quelques jours, pour cette nouvelle année. Et vous allez apprendre énormément, puisque je vous ai dit, c'est plusieurs heures de vidéos. Et il m'a fallu plusieurs mois aussi pour les préparer. Donc vous verrez que vous allez avoir un bond extraordinaire au niveau de vos connaissances. Allez, bonne année à tous!